Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. 20 mars, date de célébration de la Journée internationale de la francophonie, une occasion pour les francophones du monde entier de fêter dans une diversité, assure dans cette édition le message de la secrétaire générale de la francophonie. 2 bureaux à la tête de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin. La crise qui secoue cette organisation dure depuis 6 ans. Comment en est-on arrivé là? William Choki nous répondra à travers son magazine. L'état de catastrophe nationale est décrété en Somalie en raison de la grave sécheresse qui ravage le pays. 3 millions de personnes sont menacées de famine en Somalie. Bienvenue si vous nous rejoignez aujourd'hui, lundi 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. Cette journée permet aux francophones du monde entier de fêter dans une diversité. La secrétaire générale de la francophonie a adressé un message pour cette journée. Voici un extrait. Le 20 mars, journée internationale de la francophonie, est l'occasion de dire, de clamer haut et fort combien la langue française est notre trait d'union sur les 5 continents. Nous avons en effet su faire de la langue française, que nous avons en partage, un vecteur irremplaçable d'unité avec la richesse de toutes nos diversités. Un ensemble soudé, solidaire, un ensemble indivisible, toujours plus visible, plus entendu et par conséquent plus attendu. Quelle chance! Oui, la francophonie est une force de proposition et d'action et une plus-value pour le monde qui a tant besoin de cet humanisme intégral, de cette humanité commune que nous défendons. Dans la francophonie, nous faisons résolument le choix de la rencontre, de la découverte, de la compréhension mutuelle, d'interrelations solidaires et stratégiques au service de l'action et des valeurs universelles qui nous fédèrent. Affichons-nous sur les réseaux sociaux, sur la plateforme J'aime, je partage mon 20 mars et sur libresensemble.com. Saisissez cette occasion pour montrer ces gestes que vous posez autour de vous, ces idées que vous défendez à votre façon, à grand renfort d'imagination et de créativité, votre volonté de coopérer, de co-construire un projet à la hauteur des aspirations et de la dignité de toutes les femmes et de tous les hommes. Alors que ce 20 mars soit le grand rendez-vous du donner et du recevoir à l'échelle de la planète, le grand rendez-vous d'un nouvel humanisme qui se dit aussi en français. Autre célébration ce 20 mars, la journée mondiale du conte, genre littéraire à part entière, avant tout oral, facile et vivace dans le récit. Le conte semble disparaître de nos habitudes. En ce jour, le conte est à l'honneur. Sénadé Serjayaka nous fait voler un conte. Regardez. CEG Bégamin ce week-end à Cotonou. Entre 2 travaux dirigés, les élèves ont le temps d'écouter et de vivre un conte. Akenou était une belle femme. Akenou était la plus belle de mon village. Mais Akenou, comme les autres femmes de mon village, elle n'a pas eu la chance d'avoir un enfant. Récit d'aventures imaginaires ou historiques, le conte cherche à amuser. Il fait intervenir le fantastique et même l'impossible, le réel et le vraisemblable. Même pour l'Africain et pour le Béninois, le conte va bien au-delà. Un jour, comme les femmes de notre village, Akenou alla chercher sa calebasse, elle alla au marigot. À peine la calebasse posée par terre, que derrière elle surgit la tortue. Je vais te donner une belle fille, mais tu ne pourras la garder à condition qu'on ne l'appelle jamais Jet. Mais dans un monde en perpétuelle mutation, avec l'usage des technologies de l'information et de la communication, ce pan de la littérature est en train de disparaître. Alors même qu'il devrait rester cet instrument qui apporte la moralité à l'école. Il faut dire le conte. C'est-à-dire, chez nous en Afrique, on ne dit pas que le conte pour faire rire. On dit le conte pour éduquer, pour former. Donc avant l'école du blanc, nous avons le conte qui était en lui-même une école. Et au-delà de l'école, il y a la maison, les parents qui doivent perpétuer la tradition, continuer de dire les contes afin d'éduquer et construire des citoyens
complet. Le premier pas posé au bord du marigot pour sauver sa fille déjà engloutie dans l'eau, à qui nous eûmes la chance de la garder par les touffes de cheveux qui à peine sortaient. La force du génie étant très noble, le génie arracha la fille au fond de l'eau qui laissait ses cheveux qui sortaient à peine au fond des mains de sa mère. Elle ouvrit ses mains, les cheveux à sa fille tombèrent. Elle regardait entre ses mains et les cheveux y avaient laissé des traces. Et c'est depuis ce jour que chez moi au village, les hommes ont commencé par avoir des traces dans leurs mains comme signe de leur destin. On ne change pas de registre. De plus en plus, le marché béninois est envahi de productions audiovisuelles, abusivement appelées films. Selon les professionnels du cinéma, ces productions satisfont un public avidé de scènes propres à son quotidien, entre respect des normes de qualité et une production à foison. Les professionnels indexent une chaîne cinématographique malade. Mylène Fanou et Ghislaine Adimi-Agbozo ont percé le milieu. Voici le constat. Non mais je t'ai pas vu. Tu m'as pas vu. Pas du tout. Avec toute ma taille là, tu ne m'as pas vu. Marqué à ses débuts par les films Sous le signe du Vaudou de Pascal Abikanlou et L'Enfant 2 de Francis Okio, le cinéma béninois est en voie de disparition. Selon certains acteurs du domaine, la production cinématographique au Bénin a augmenté en termes de quantité et chuté en qualité. La production cinématographique et audiovisuelle au Bénin a changé complètement d'aspect en quantité et en qualité. Je trouve qu'aujourd'hui, dans les années 2010 et plus précisément aujourd'hui 2017, la production de films, la production audiovisuelle est un peu en baisse par rapport aux années évoquées. Il y avait beaucoup de films blancs. Avant, africain, c'est un qui rentre dedans. Il y a actuellement beaucoup plus de production. Je ne suis pas en train de parler du niveau de ces films par rapport à ce que cela devrait être. Pour promouvoir des films de qualité, la formation des réalisateurs s'avère impérieuse. La plupart de ceux qui font ces films nous viennent du théâtre ou nous viennent des autres métiers de la télévision ou du cinéma, mais ce n'est pas à la base des réalisateurs, des gens qui ont reçu une formation de réalisateur. En dehors de l'écriture, il y a la partie réalisation. La réalisation, c'est un métier. On ne peut pas s'improviser. Ce n'est pas parce que je suis cadreur, très bon cadreur, que d'office, je suis réalisateur. Il est prévu des formations pour une mise à jour et des scénaristes et des acteurs comédiens et des techniciens et tout, pour relever le niveau. Le cinéma, 17e art, reste, depuis le 19e siècle, une arme de développement. Beaucoup pensent que le cinéma, la télévision, c'est du cinéma. Ce n'est pas la même chose du tout. Quand vous êtes chez vous et avoir sur un petit écran, ce n'est pas la même chose que quand vous êtes devant un grand écran, grandeur nature, et parfois où les images sont plus grandes que vous. La promotion des productions cinématographiques béninoises ne peut se faire sans la réhabilitation des salles de cinéma qui, elles aussi, sont en voie de disparition. Quittons les salles de cinéma de Cotonou pour les grandes artères de cette ville. Les opérations de libération des espaces publics se poursuivent à Cotonou. C'est au quartier Agla Hazuto que le préfet du littoral est descendu ce matin. Cafétéria, boutiques et autres ouvrages de gardiennage installés sur le domaine public ont été rasés. Le reportage de Angela Kweja et Edmond Humbo. Perles excavatrices et autres gros engins se sont fait voir et entendre cette fois sur le tronçon Carrefour Adjara, Carrefour Godomé Magasin.
Au pas de charge, le préfet du littoral et le directeur général du développement urbain ont suivi l'opération. Il faut assumer. Il est arrivé qu'on a eu à faire un certain nombre d'opérations qui n'ont pas été très bien appréciées. Et face à cela, le chef de l'État a décidé que les cas où il y a eu destruction sauvage, où les populations n'ont pas d'endroit du tout où replacer leurs fosses septiques, leurs puisards, que ces cas de façon exceptionnelle soient étudiés, soient enregistrés et que l'État déploie les ressources financières pour réparer. L'opération semble tout de même plus humanisée par endroits avec des discussions entre autorités et population. Au-delà de toute la conception qu'on a eu à faire de façon théorique, il y a des cas de figure qui se présentent sur le terrain qui échappent à la conception de départ. Donc il faut forcément être là en tant qu'averti pour apprécier. Il ne serait pas bien qu'on fasse l'opération jusqu'à 90% et que les 10% qui restent, on les laisse du fait des erreurs constatées. C'est pour cette raison d'ailleurs que je suis là, moi-même, pour apprécier les situations en respectant les instructions du chef de l'État et les instructions du ministre en charge du cadre de vie. Boutique, cafétéria, rien n'a résisté à l'opération de libération des espaces publics, même pas le fétiche Legba. Et on reste dans la ville de Cotonou. Le Centre national de sécurité routière a lancé ce lundi à Cotonou la semaine de la courtoisie. L'initiative vise à faire respecter le code de la route. Le CNSR veut bannir de la circulation du Bénin les insultes et l'intolérance. Plus de détails avec Ghislain Poguet et Pétroni Lokosso. 700 accidents mortels sur nos routes par an. Non-respect du code de la route, téléphone au volant, indiscipline et injures sur la route. Autant de situations qui poussent le Centre national de sécurité routière à faire la promotion de la courtoisie dans la circulation. Cette cérémonie de lancement de la 8e édition de la Semaine de la courtoisie donne l'occasion aux responsables syndicaux des conducteurs et autres transporteurs de sensibiliser collègues et usagers de la route. En matière de circulation routière, il faut nécessairement la courtoisie. Nous ne devons pas nous faire remonter les nerfs à fleur de peau. Le port de casque à moto et de la ceinture au volant et la notion de courtoisie ont ponctué tous les discours. Nous devons savoir que nous devons nous maîtriser au volant. Toutes les fois que nous sommes en face des usagers vulnérables, je veux nommer les piétons et autres, nous devons accepter que ce que le code de la route nous demande, l'autre peut ne pas savoir. Un peu de temps, un peu de courtoisie, un peu de patience, nous pouvons éviter beaucoup de dégâts. Les organisations non gouvernementales qui œuvrent pour la sécurité routière se sont jointes à la cérémonie de lancement, devenue très vite une séance de sensibilisation. L'initiative est soutenue par la municipalité de Cotonou. Plus d'insultes et d'indiscipline sur nos routes. Désormais, le mot d'ordre, c'est la courtoisie, le respect de l'autre. Direction l'université d'Abomey-Calavi, un nouveau module de cours enseignés dans cette université, la gouvernance et l'intégrité dans le secteur de l'eau. C'est une initiative de l'Institut national de l'eau pour préparer les étudiants à être des agents de promotion de la bonne gouvernance dans le secteur de l'eau. La remise des modules de cours a eu lieu ce lundi à l'université d'Abomey-Calavi. Le point avec Ulvaïus Barlogou et Brice Bozo. Comment contribuer à la gestion intégrée des ressources en eau au Bénin? Cette question a nécessité l'introduction des unités d'enseignement sur l'intégrité dans le secteur de l'eau et de l'assainissement au niveau universitaire. Objectif, régler le problème de gouvernance et d'équité dans le dit secteur. Le PNE Bénin et l'Institut national de l'eau se sont donné la main pour élaborer des unités d'enseignement sur l'intégrité dans le secteur de l'eau et de l'assainissement au Bénin, dans le but de former des étudiants à être des agents de promotion de la bonne gouvernance dans le secteur de l'eau, œuvrant à l'adoption et à la mise en œuvre à tous les niveaux d'intervention des principes d'intégrité, à savoir la transparence, la redevabilité et la participation dans la gestion des services de l'eau. Des modules de formation en licence et master qui entendent développer chez les étudiants des réflexes de protection. Pour les apprenants des cours de licence, il s'agit d'objectifs d'initiation au concept de base de la gouvernance et de l'intégrité dans le secteur de l'eau et d'information et de sensibilisation aux méfaits ou préjudices qu'engendre
le déficit de ces normes d'administration et de gestion des ressources en eau. S'agissant de l'unité d'enseignement du niveau master, l'objectif global est d'identifier les défis liés à la gestion et à la valorisation des ressources en eau. Ces unités d'enseignement ont été validées par l'administration publique de l'eau et les acteurs du monde universitaire. Je voudrais au nom du recteur vous féliciter et souhaiter qu'à partir de ces modules de formation que vous mettez à la disposition de notre institution commune, que le débat, les réflexions dans ce secteur connaissent une avancée pour le bénéfice de nos populations. Le partenariat est ainsi engagé pour une plus grande implication afin que l'eau, source de vie, puisse être l'un des moteurs de développement du Bénin. Et on marque un arrêt à l'Assemblée nationale. 11 voix contre et 2 abstentions. La loi portant régime général d'emploi des collaborateurs extérieurs de l'État est votée à la majorité des députés présents et représentés au Parlement en cette fin de semaine. Avec ce test, le recrutement de cadres hautement qualifiés pour ces fonctions spécifiques devient légal. Guillaume Avienou nous en dit plus. Un test de 14 articles répartis en 3 titres pour rendre désormais légal le recrutement d'employés hautement qualifiés dans les organismes de services publics du Bénin, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. C'est ce que proposent les députés à travers la loi 2017-03 portant régime général d'emploi des collaborateurs extérieurs de l'État. Une proposition de loi soutenue par l'exécutif qui y voit un moyen de promouvoir l'emploi des jeunes et le renforcement du capital humain du pays, des points essentiels de sa politique économique, indique le rapporteur de la Commission des lois du Parlement, Alden Aladati. Le gouvernement voudrait aussi respecter les engagements communautaires de l'État béninois, notamment les critères de convergence de l'UEMOA relatifs à la maîtrise de la masse salariale, ajoute-t-il, d'où le recours à des employés de haut niveau ne faisant pas partie des effectifs de la fonction publique. Insuffisante comme raison, pensent certains députés. La question de la rémunération, du salaire de ces messieurs, il est clair que vous ne prendrez pas quelqu'un, mes chers collègues, il faut être honnête, qui gagne 2 à 3 millions à l'extérieur pour les beaux yeux de son pays, même s'il adore, il est patriote et tout, pour qu'il touche 500 000 francs ici, il ne viendra pas. On nous parle aujourd'hui, ce n'est pas pour recruter les retraités, mais quand on a déployé les retraités sur le terrain, ça a mené de remue-ménage. Pour le cas d'encadrement, il n'y a pas d'enseignants aujourd'hui qu'on pourra recruter pour encadrer si ce n'est pas les retraités. C'est une fuite en avant. Nous avons dans notre fonction publique plus de 73 000 Béninois. Et dans les 73 000, on ne trouve pas de compétences. On devrait avoir tous honte de dire qu'il n'y a pas de compétences dans ce grand monde-là pour servir à des emplois spécifiques. Il a trop d'interrogations par rapport à cette loi. Cette loi, elle est inopportune. Le contexte tel que décrit dans le rapport est en fait une situation conjoncturelle. On ne saurait prendre une loi qui va instituer une autre catégorie d'agents dans la fonction publique pour favoriser la confusion et le clientélisme politique. Malgré ces inquiétudes, la loi portant régime général d'emploi des collaborateurs extérieurs de l'État est adoptée à la majorité des députés présents et représentés, avec 11 voix contre et 2 abstentions. La séance suspendue reprend ce lundi. Voyons cette remise de diplôme. Le Centre international de formation à l'expertise comptable CIFEC a procédé à la sortie de sa première formation d'étudiants diplômés des diplômes en licence en master formés à l'expertise comptable selon le système français. Le point de la cérémonie de remise des diplômes avec Ulvaïch Balogun et Jdine Bouraïma. Près de 180 récipiendaires en licence et master des promotions 2014-2015 et 2015-2016.
Désormais, des experts comptables livrés sur le marché de l'emploi avec pour mission de fournir aux entreprises et à l'administration une main-d'œuvre efficace et qualifiée. Un diplôme, d'une façon générale, c'est un label de qualité. Sauf que des labels de qualité, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Et en l'occurrence, celui qui va honorer votre diplôme est un label de qualité pour des raisons suivantes. D'abord, le jury qui décerne ces diplômes est un jury indépendant. Il est souverain. Donc, il n'est pas sous l'autorité de quelqu'un qui pourrait avoir d'autres préoccupations. Il certifie que vous avez acquis un certain niveau de connaissance. Deuxièmement, ces diplômes sont délivrés par un établissement qui a à défendre sa réputation. Une reconnaissance professionnelle et sociale, fruit des différents partenariats du Centre international de formation à l'expertise comptable, CIFEC. La particularité de ces deux diplômes, c'est qu'ils jouissent d'une triple reconnaissance. Reconnaissance par l'État du Niger, donc de facto par l'État béninois, reconnaissance par l'État français et reconnaissance par le CAMES. Ces performances remarquables ont été possibles que grâce à l'apport inestimable de notre partenaire, l'Intec de Paris. Des experts comptables fiers d'appartenir à une communauté, celle de l'excellence. Et sur ce registre de l'éducation, le collège d'enseignement général de Massé, commune d'Adjaouéré, est renforcé en salle de classe. Les nouveaux bâtiments ont été réceptionnés par le ministre de l'Énergie et de l'Eau. Reportage. Des modules de salle de classe flambant neufs, fruit du respect de l'engagement de Nocibé, entreprise spécialisée dans la fabrication du ciment au Bénin. Les bénéficiaires s'en réjouissent. Avant, on n'a pas de classe pour se faire les cours. Mais maintenant, on a vu des bâtiments très jolis à voir. On voit qu'il y a des bâtiments qu'on a dans notre établissement. Donc, c'est quelque chose qui est bon dans notre village, quoi. Nous envisageons encore d'aménager la cour intérieure qui aujourd'hui est un petit peu en chantier, de façon à ce que vous puissiez avoir des passages bétonnés qui vous permettent de passer d'un hors d'eau en période de pluie d'un bâtiment à l'autre, préparer des zones latérites qui évitent les envolées de poussière dans vos classes. Le respect des engagements n'est pas négociable selon le ministre de l'Énergie et de l'Eau. Et je rappelle des éléments de préoccupation forte et que je ne marchande pas et que je ne marchanderai pas, c'est que les opérateurs, aussi importants que vous, même moins importants, prennent en compte l'environnement dans lequel ils s'insèrent, prennent en compte les préoccupations locales. Et je ne peux que vous exhorter à continuer à en faire plus, parce que la population en a besoin. Des retombées pour des zones abritant des usines et autres entreprises de production qui tiennent à cœur au gouvernement. Un tour à la grande chancellerie. Les conseillers du Conseil de l'Ordre national du Bénin sont en session ordinaire, la première de l'année 2017, qui leur permettra d'examiner plusieurs centaines de dossiers de distinction dans les divers ordres. Des précisions dans ce compte-rendu de William Tchoki. Ici, les honorables membres du Conseil de l'Ordre national du Bénin. Devant chaque conseiller, une pile de dossiers, un ensemble de demandes à étudier cas par cas pour déceler les mérites mis en exergue par leurs auteurs. Un travail qui va durer 45 jours. C'est d'ailleurs la session ordinaire du Conseil de l'Ordre au titre de l'année 2017. Ainsi, nous aurons à analyser et décortiquer 181 dossiers civils à jour sur 375 et 105 dossiers militaires sur 185. Les militaires sont beaucoup plus à jour que les civils. Le Conseil de l'Ordre peut accepter les compléments de dossiers si les impétrants enrôlés pour la présente session arrivaient à fournir à temps leurs compléments d'information, bien sûr. Au total, 560 dossiers civils et militaires seront examinés au cours de cette session. Une étape qui sera suivie du jugement du grand maître du président de la République, puis la distinction des impétrants dans les divers ordres.
Depuis 6 ans, on en parle, mais jusque-là, aucune solution. Il s'agit de la crise qui secoue l'Ordre national des pharmaciens du Bénin, une crise qui a donné naissance à 2 bureaux à la tête des disciples de Galien. Pourquoi cette crise? Comment en est-on arrivé là? Qui dirige réellement l'Ordre des pharmaciens du Bénin? Nous avons recueilli les avis des camps en conflit. Voici la quintessence signée William Tchoki. On les avait toujours vus unis, solides et fermes dans leur engagement. Depuis la création de cet ordre en 1973, on était loin d'imaginer que le virus de la division allait aussi les toucher, malgré leur serment sacré, le serment de Galien. Fin 2010, début 2011, la crise touche l'unique bureau de l'Ordre des pharmaciens du Bénin, un bureau présidé par Dame Moutia Totoko. L'autorisation de la société multinationale Ubipharm qui avait été refusée sous le mandat de Henri en 2010. Alors, moi je lui ai répondu que je n'ai pas de dossier Ubipharm au niveau de l'ordre, que ce dossier a été vidé en 2010 lors du passage du ministre Issifou Takpara. Alors, on lui a donné tous les documents et elle a pris les documents et dit qu'elle va revenir. Elle va nous rappeler. Mais elle ne nous a pas rappelé jusqu'au jour d'aujourd'hui et la bagarre a commencé. Non, c'est des conflits d'intérêts. Tout simplement parce qu'il y a un grossiste qu'on appelle Ubipharm qui voulait s'installer. Comme eux, pour la plupart, ils sont des grossistes, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Et tout le problème, il est là. Dès lors, c'est parti pour une crise qui va durer dans le temps. Une crise née du refus d'autoriser Ubipharm. Pour l'aile Ainadou, le problème est tout autre. Il faut savoir qu'il y avait un ancien bureau qui, à la fin de son mandat, n'a pas voulu partir. Et donc, il y a eu des problèmes, ils ont voulu reporter les élections ad aeternam et nous avons réagi. Et à l'époque, le ministre Gazard avait mis en place une commission pour pouvoir organiser les élections à bonne date. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'ancien bureau a essayé d'aller organiser quelque chose en parallèle, alors que tout a été fait au niveau du Conseil des ministres pour décider de ce qui va se faire pour la profession. Et nous ne sommes pas en dehors du ministère, nous sommes sous tutelle du ministère de la Santé. L'ordre n'est pas sous la tutelle du ministre de la Santé. C'est bien entendu notre ministère de tutelle, mais l'ordre n'est pas sous tutelle. Les avocats ont un ministère de tutelle, c'est le ministère de la Justice. Mais les avocats ne sont pas sous la tutelle du ministre de la Justice. C'est un conflit d'intérêts, la peur de la concurrence. La crise sera prise à bras le corps par le régime défunt, une crise envenimée par la politique. Là encore, les deux ailes ont leur avis sur la question. Parce que au premier mandat, c'était le docteur Ainadou qui était président de l'ordre. C'est lui qui a signé tous les avis pour dire avis défavorables. C'est lui qui a signé. Et le jour où on a fait la conférence, c'est lui qui a lu la décision de l'ordre. Aujourd'hui, c'est lui qui fait le contraire de tout ce qu'il a fait. Des papiers qu'il a signés, il dit le contraire de ça aujourd'hui. Je trouve que c'est un peu... c'est grave. Depuis donc ils ont empêché ça. Après il y a Promo Pharma qui s'appelait Marily, veut s'installer. Ah jamais, vous ne pouvez pas vous installer, même histoire. Après il y a eu Ubipharm, la même histoire, ils ne veulent pas qu'ils s'installent. Donc c'est tout des conflits d'intérêts. Conflit d'intérêts, oui, mieux. On a voulu entretenir la mafia, encourager la contrefaçon des pratiques qui vont à l'encontre de notre corporation. Des gens qui violent la loi pour des gens qui font du trafic informel de médicaments. Elle a opté pour des gens chez qui nous avons trouvé les faux médicaments, c'est-à-dire les pharmaciens. On lui a donné toutes les preuves, mais elle ne veut rien comprendre. Elle dit qu'on ne doit pas punir ces gens-là, qu'on ne doit pas en parler. Il faut savoir qu'il y en a qui ont peut-être intérêt à ce qu'on ne s'entende pas. Parce que vous savez que c'est dans le désordre que s'organise la mafia.
Toujours dans la recherche d'une solution, les disciples de Galien vont se référer à la Cour suprême. Mais là encore, le bout du tunnel est encore loin. Plusieurs recours ont été déposés, certains examinés, d'autres encore déclarés irrecevables, et chacun interprète les décisions selon que cela l'arrange. Nous, dès que la situation a été tranchée au niveau de la Cour suprême, nous les avons appelés pour dire, écoutez, on a même passé des coups de fil, pour dire, écoutez, maintenant, mettons-nous ensemble, travaillons. Oh, mais oh là, jamais, c'est toujours la rage de guerre. Bon, mais nous travaillons, parce que depuis 2 ans, eux, ils n'apparaissent qu'à la télé. Comment on pouvait comprendre quand on sort d'un tribunal, le juge dit que c'est irrecevable, les gens courent à la télé pour dire qu'on a gagné. Ils ont gagné quoi? À la chambre administrative, ils ont gagné quoi? Quand il n'y a pas eu de première instance, il n'y a pas eu d'appel pour aller à la cassation. On est parti directement à la chambre administrative de la Cour suprême. Donc il n'y a pas eu de jugement au préalable. La Cour n'a pas encore dit le droit. La Cour a tranché des avis divergents qui montrent l'ampleur de la crise. 2 bureaux pour un seul ordre, c'est plutôt un désordre, reconnaissent les pharmaciens. L'ultime recours pour dénouer la crise, comme c'est le cas depuis le 6 avril 2016, le président de la République. Et on prend la direction de la Somalie où le nouveau président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed a décrété l'état de catastrophe naturelle nationale donc en raison de la grave sécheresse qui ravage son pays. Selon les agences humanitaires, la famine menace quelques 3 millions de personnes. Reportage. Abibo Abdo vient de marcher pendant 2 jours et 2 nuits sous une chaleur écrasante sans manger ni boire. Elle arrive épuisée dans le camp de Baidoa dans le sud-ouest de la Somalie. De mauvaises récoltes et très peu de pluie depuis plusieurs saisons forcent les familles comme la sienne à quitter leur village. À Ufuro, la sécheresse a eu un impact énorme. Il n'y a pas d'eau, les gens sont en train de mourir, ils ont soif et faim, et beaucoup de personnes fuient. Les Nations Unies mettent en garde contre une crise sans précédent. La famine touche déjà certaines parties du Soudan du Sud et menace le Nigeria, le Yémen et la Somalie. Plus de 20 millions de personnes pourraient être affectées. Pour les Somaliens, le souvenir de la dernière famine est encore trop proche. En 2011, 260 000 personnes en sont mortes. Cette sécheresse est plus grave que celle de 2011. Cette fois-ci, il n'y a plus d'eau et les gens meurent de faim. Je l'ai vu de mes propres yeux, plus de 30 personnes sont mortes de faim ou à cause de maladies liées à la sécheresse. Depuis quelques mois, l'UNICEF s'inquiète du nombre de patients qui viennent s'inscrire à leur programme d'alimentation en Somalie. En février, 75 enfants ont été admis, 2 fois plus qu'en janvier. Dans cette clinique de Baidoa, les enfants souffrant de malnutrition sont mesurés, pesés et nourris. Ma fille est malade. Elle vomit, elle avait le choléra, elle vient de guérir. Mais elle refuse de prendre le sein depuis près de 3 semaines. Dans les camps de Baidoa, les ONG fournissent de l'eau potable, des soins médicaux et de la nourriture. Mais les prévisions météorologiques ne sont pas rassurantes et les perspectives de pluie sont réduites. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à partir de 21h un entretien sur le thème les acquis de la coopération décentralisée au Bénin et 2 feuilletons, les choix de l'amour et Oui Varteo. Eh bien, retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité, à très bientôt.